Les néons au-dessus de mon lit d'hôpital clignotaient toutes les 37 secondes. J'avais compté. Quand on est allongé dans une chambre qui sent l'eau de javel et le désespoir, branché à des machines qui bipent au rythme d'un cœur défaillant, on commence à remarquer les petites choses. Le grincement des chaussures des infirmières sur le lino. Le murmure lointain d'une télévision dans une autre chambre. Les conversations étouffées juste derrière la porte. J'avais 43 ans, et j'étais en unité de soins intensifs cardiaques depuis 6 jours. Une maladie rare du cœur, que les médecins n'arrivaient pas totalement à expliquer, me maintenait entre ce monde et ce qui vient après. Ils avaient dit à ma famille de se préparer au pire. C'est fou comme quelques mots peuvent tout changer. Je n'étais pas censée entendre ce que mes parents disaient. La morphine était censée me maintenir dans un état de semi-conscience, quelque part entre le sommeil et le néant. Mais j'ai toujours été têtue. Même mon propre corps n'arrivait pas à m'éteindre complètement. Elle ne passera pas la semaine, la voix de mon père glissa à travers la porte entr'ouverte. Le docteur Martinez a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Je gardais les yeux fermés. Ma respiration resta régulière. Le moniteur à côté de moi continua son bip rythmique. Eh bien, répondit ma mère, et il y avait quelque chose dans son ton qui me serra la poitrine, et cette fois, ça n'avait rien à voir avec mon cœur abîmé, une fois qu'elle sera partie, nous partagerons tout. Partager tout. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire quelque chose à partir de rien. J'avais commencé dans un minuscule appartement que je pouvais à peine me payer, travailler 70 heures par semaine dans un job qui broyait lentement mon âme, économiser chaque centime pendant que mes amis partaient en vacances et achetaient de jolies choses. Puis j'avais pris un risque. Fonder ma propre société de conseil. Failli faire faillite 2 fois. Pleurer jusqu'à m'endormir plus de nuits que je ne voudrais l'admettre. Mais j'avais réussi. Bâti une entreprise prospère. Acheté une belle maison en banlieue, avec suffisamment de chambres pour la famille que je n'avais jamais eu le temps de fonder. Investi intelligemment. À 43 ans, j'avais plus d'argent que mes parents n'en avaient vu en une vie. Et maintenant, ils étaient en train de le diviser avant même que mon cœur ait cessé de battre. La maison doit bien valoir près d'1 million, continua mon père. Sa voix était contemplative, comme s'il parlait de la météo. Et elle n'a jamais changé le testament après le divorce, n'est-ce pas? Nous sommes toujours les bénéficiaires principaux. À ma connaissance, oui, répondit ma mère. On devrait probablement vérifier avec son avocat. Comment s'appelait-il déjà? Thomas? Timothy? Théodore, pensai-je. Il s'appelle Théodore, et il est mon ami ainsi que mon avocat depuis 15 ans. Bien sûr qu'ils ne s'en souviendraient pas. Ils oubliaient déjà la plupart du temps mon anniversaire. On devrait commencer à faire une liste, suggéra ma mère. Les œuvres d'art dans son salon, ses pièces originales qu'elle collectionne. Et tous ses meubles. La voiture. Ses comptes d'investissement. Mon père fit un bruit d'approbation. Il faudra être intelligent. Les droits de succession pourraient être conséquents. Peut-être qu'on devrait voir un conseiller financier une fois que tout sera réglé. Une fois que tout sera réglé. Comme si j'étais déjà morte. Comme si je n'étais qu'un obstacle entre eux et un pactole. Je voulais hurler. Je voulais arracher ces tuyaux et traverser cette porte pour leur demander qui ils étaient, parce qu'ils ne pouvaient pas être mes parents. Impossible que la femme qui m'avait élevée, qui me chantait des berceuses quand j'avais peur du noir, soit debout à quelques mètres en train d'évaluer ma valeur en dollars. Mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas, même si je l'avais voulu. Alors j'ai fait ce que j'avais appris au fil de ma carrière, j'ai tout documenté. Mon téléphone était posé sur la petite table à côté de mon lit. Il était là depuis le début, déposé par une infirmière gentille qui pensait que je voudrais écouter de la musique à mon réveil. Ma main trembla en l'attrapant, mes mouvements lents et lourds. La morphine donnait l'impression que je bougeais dans l'eau. J'ai ouvert l'application dictaphone. Appuyé sur « Enregistrer ». Et j'ai écouté. Pendant 20 minutes, je suis restée là à écouter mes parents poursuivre leur conversation. Ils parlèrent de vendre ma maison rapidement pour éviter les fluctuations du marché. Ils discutèrent de ce qu'ils garderaient et de ce qu'ils mettraient aux enchères.
Ma mère mentionna que la collection de bijoux anciens de ma grand-mère, léguée spécifiquement pour rester dans la famille, rapporterait un joli prix chez Christie's. Et Maria, demanda mon père, en parlant de ma petite sœur. Elle s'attendra à recevoir une part. Maria n'a pas parlé à Suzanne depuis 3 ans, ricana ma mère. Elle a tourné le dos à cette famille. Elle n'a droit à rien. Elle pourrait contester le testament. Quel essai! Nous serons déjà partis depuis longtemps. J'ai toujours voulu voir le sud de la France. Le sud de la France. Ma mère voulait financer ses vacances en Europe avec ma mort. Je restais allongée dans cette chambre stérile, les machines surveillant mes constantes, et je sentis quelque chose changer en moi. Les médecins dirent plus tard que c'était remarquable, mon rythme cardiaque s'était stabilisé, ma tension était revenue à la normale, la couleur revenait à mes joues. Ils parlèrent d'un miracle, d'un tournant soudain et inattendu. Moi, j'appelais ça de la rancune. Pure, brûlante, salvatrice rancune. Les jours suivants furent un flou d'examen, d'optimisme prudent, et de la déception à peine dissimulée de mes parents chaque fois que les médecins annonçaient une bonne nouvelle. Ils jouaient bien la comédie, bien sûr. Beaucoup de larmes, de « Dieu merci », de mains serrées en prière. Mais je voyais leurs regards quand ils pensaient que je dormais. Les éclairs furtifs d'irritation. Les calculs silencieux. Quand j'ai enfin été assez rétablie pour quitter les soins intensifs, j'ai demandé à voir Théodore. Mes parents ont immédiatement supposé que je voulais discuter de mes affaires pendant que mon expérience de mort imminente était encore fraîche dans mon esprit. Il rayonnait presque quand j'ai mentionné la mise à jour de mon testament. Sage décision, dit mon père en tapotant ma main d'une manière qui me donna la chair de poule. Inutile de repousser ce genre de choses. Théodore arriva ce soir-là. C'était un homme grand, aux yeux bienveillants et au ton direct, et il était l'un de mes plus proches amis depuis notre rencontre à un événement de réseautage pour jeunes professionnels 20 ans plus tôt. Il m'avait aidé à traverser mon divorce, mes difficultés professionnelles, et mes crises occasionnelles de foi en l'humanité. Il était de la famille, bien plus que mes propres parents ne l'avaient jamais été. Suzanne, dit-il en observant mon visage pâle et ma blouse d'hôpital, tu m'as fichu une sacrée peur. Je me suis fait peur aussi, avouai-je. Mais j'ai besoin de ton aide, Théo. Il s'est passé quelque chose, et je dois agir vite. Je lui fis écouter l'enregistrement. Son expression changea au fur et à mesure, d'abord la confusion, puis le choc, puis une colère froide et maîtrisée que je lui connaissais bien, celle qu'il réservait aux salles d'audience. Quand ce fut terminé, il resta silencieux un long moment. Je savais qu'il ne méritait pas un prix de meilleur parent, finit-il par dire, mais ça, Suzanne, c'est immonde. Je sais. Ma voix était stable, même si tout en moi continuait de hurler. Et je sais exactement ce que je veux faire. Nous avons parlé pendant 3 heures ce soir-là. Élaborer des plans. Théo a passé des appels. Quand le soleil s'est levé au-dessus du parking de l'hôpital, tout était déjà en marche. Je sortis de l'hôpital un mardi. Mes parents insistèrent pour me ramener chez moi, se montrant prévenants d'une manière qu'ils n'avaient jamais adoptée lorsque j'étais réellement une enfant qui avait besoin d'eux. Ma mère arrangea les oreillers. Mon père porta mes sacs. Il s'était installé dans ma chambre d'amis, temporairement, pour m'aider dans ma convalescence, même si j'avais remarqué qu'ils avaient déjà déballé assez de vêtements pour plusieurs mois. Je les laissai faire. Je souris, je les remerciai, je jouais le rôle de la fille reconnaissante. Et chaque soir, je travaillais avec Théodore au téléphone pour finaliser les détails de ce qui allait arriver. Il fallut 2 semaines pour tout mettre en ordre. 2 semaines à regarder mes parents examiner mes affaires comme des vautours tournant autour d'une carcasse. 2 semaines à les entendre parler d'agents immobiliers, de ventes aux enchères, et de ce qu'ils feraient de leur argent. 2 semaines à faire semblant de ne pas voir qui ils étaient vraiment. Un mercredi matin, Théodore arriva chez moi avec une mallette pleine de documents et une expression soigneusement neutre. « Maman, papa, appelai-je depuis le salon, pouvez-vous descendre ? Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Ils apparurent presque immédiatement, probablement dans l'espoir que j'annonce quelque chose à propos de mon testament. Ils n'avaient pas tout à fait tort. J'ai apporté quelques modifications à ma succession,
dis-je en m'installant dans mon fauteuil préféré, celui que ma mère avait déjà dit à mon père qu'il irait parfaitement dans sa véranda. Théodore est ici pour tout expliquer. Théo se tint près de la cheminée, l'air exactement comme l'avocat redoutable qu'il était. Monsieur et Madame Hansen, en tant que conseiller juridique de Suzanne, je suis ici pour vous informer de plusieurs changements importants concernant ces affaires. Le sourire de ma mère était si forcé qu'il en paraissait douloureux. Comme c'est merveilleux que Suzanne soit si prévoyante. Oui, répondit Théo, d'une voix plate. Très prévoyante. Commençons par la propriété. Il ouvrit sa mallette et sortit une pile de papier. Depuis 9 heures ce matin, l'acte de propriété de cette maison a été transféré. Suzanne a vendu la maison. Silence. La bouche de mon père s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson. Vendu, parvint enfin à dire ma mère. À qui? À une adorable jeune famille, dis-je calmement. Un couple avec 3 enfants qui louaient depuis des années. Ils l'ont eu à un prix très avantageux. En dessous du marché, même. Considérez cela comme ma bonne action de l'année. Mais, balbutia mon père, mais c'est ta maison. Où vas-tu vivre? J'ai déjà acheté un nouveau logement, dis-je. J'ai signé la semaine dernière. Une petite maison charmante à 2 heures d'ici. Quartier tranquille. Belle communauté. Vous n'y serez pas invité. La couleur disparut du visage de ma mère. Suzanne, qu'est-ce que tu racontes? Je parle du fait que je vous l'ai entendu. Je gardai ma voix posée, même si mon cœur battait à tout rompre. Cette nuit à l'hôpital. Une fois qu'elle sera partie, on partagera tout. Vous vous souvenez de cette conversation? Le silence qui suivit fut assourdissant. J'en ai fait un enregistrement, poursuivis-je. 23 minutes de vous deux en train de dépouiller mon cadavre avant même que je flatline. Les bijoux. Les œuvres d'art. La voiture. La maison. Votre voyage dans le sud de la France. Je regardai ma mère droit dans les yeux. Savais-tu que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vivre? La rancune est une motivation incroyable. Mon père tenta de se ressaisir le premier. Suzanne, ma chérie, tu as mal interprété. Nous étions juste en train de pleurer ma disparition, suggérai-je. De planifier comment honorer ma mémoire? Théo, c'est quoi déjà le terme juridique pour ce qu'il faisait? De la cupidité, dit simplement Théodore. Une cupidité moralement répugnante. Ma mère se leva, le visage tordu d'indignation. Comment oses-tu? Nous sommes tes parents. Nous étions morts d'inquiétude pour toi, et toi, tu nous enregistrais comme si. Comme si j'avais besoin de preuves, l'interrompis-je. Comme une femme qui a passé toute sa vie d'adulte à se demander pourquoi elle n'était jamais assez bien pour ses propres parents, et qui a enfin eu sa réponse. Vous ne m'avez jamais aimé. Je n'étais qu'un investissement qui semblait enfin prêt à rapporter. Ce n'est pas, commença mon père. Stop. Ma voix se fissura pour la première fois. Ne vous avisez pas de réécrire l'histoire. J'ai tout entendu. Je vous l'ai entendu pendant 43 ans, mais j'ai toujours cherché des excuses. Je me suis toujours dit que vous étiez simplement maladroit, que vous m'aimiez, à votre manière. Mais il n'y a aucune façon de transformer, on partagera tout, en une déclaration d'amour. Théodore s'avança, tout professionnel. Ce qui nous amène aux aspects pratiques. Les nouveaux propriétaires prendront possession de la maison dans 48 heures. Vous devrez quitter les lieux d'ici là. 48 heures? La voix de ma mère monta dans un cri aigu. C'est impossible, on ne peut pas. Vous vous débrouillerez, dis-je. Je suis sûr que tout l'argent que vous avez mis de côté pour mes funérailles suffira à payer une chambre d'hôtel. Mon père se leva, le visage rouge. Suzanne, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Nous avons des droits. Vous n'avez aucun droit sur quoi que ce soit qui m'appartient, coupa Théodore, la voix tranchante. Le testament de Suzanne a été entièrement restructuré. Vous avez tous les deux été retirés des bénéficiaires. De plus, les documents de planification successorale précisent très clairement qu'aucun de vous ne doit être impliqué dans ces affaires, médicales ou autres, à l'avenir.
Une ordonnance d'éloignement est également en cours de traitement. Suzanne a demandé à ce que vous n'ayez plus aucun contact avec elle. Ma mère se mit à pleurer. C'était peut-être sincère, honnêtement, je n'en savais plus rien. Suzanne, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Nous avons eu peur et nous avons dit des choses stupides. Mais cela ne veut pas dire. Ça veut dire exactement ce que ça semble dire, répondis-je en me levant lentement. Mon cœur était encore en convalescence, mais je ne m'étais jamais sentie aussi forte. Ça veut dire que lorsque vous pensiez que j'étais en train de mourir, votre premier réflexe a été de calculer votre héritage. Ça veut dire que la seule valeur que j'ai jamais eue pour vous était financière. Ça veut dire que j'en ai fini. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris grand. Vous avez 48 heures pour récupérer vos affaires et partir. Théodore sera là pour superviser. Je vais passer la nuit à l'hôtel, quand je reviendrai, je ne veux plus trouver la moindre trace de vous chez moi. Suzanne, tenta encore mon père. Partez. Ils partirent. Pas gracieusement, pas silencieusement, mais ils partirent. Ma mère claqua la portière de sa voiture si fort que j'en entendis l'impact depuis le perron. Mon père sortit de l'allée comme s'il fuyait une scène de crime. Ce qui, d'une certaine façon, était vrai. Je restai dans ma maison vide après qu'ils eurent pris leurs affaires et s'en furent allés. Théodore avait supervisé chaque étape, s'assurant qu'ils ne repartent pas par accident, avec quelque chose qui m'appartenait. Ma mère avait essayé d'emporter le collier de perles de ma grand-mère, celui qu'elle comptait vendre chez Christie's. Théodore lui avait physiquement bloqué le passage. La maison semblait différente maintenant. Plus légère, d'une certaine manière. Comme si leur présence avait été un poids que je portais sans même m'en rendre compte. Mon téléphone vibra. Un message de ma sœur Maria, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Théodore m'a appelé. Il m'a tout raconté. J'ai toujours su qu'ils étaient horribles, mais bon sang, Suzanne. Je suis tellement désolée. On peut parler? Tu me manques. Je restai longtemps à regarder le message. Maria avait coupé les ponts avec nos parents bien avant moi. Elle avait essayé de me prévenir, de me faire voir ce que je refusais d'admettre. Je l'avais accusée d'être dramatique, d'avoir des rancunes, de ne pas apprécier tout ce que nos parents avaient fait pour nous. Je lui devais des excuses monumentales. Tu me manques aussi, écrivis-je. Je suis prête à parler quand tu veux. C'était il y a 6 mois. J'écris ceci depuis ma nouvelle maison, un petit 3 chambres avec un jardin que j'apprends lentement à entretenir. Maria vient tous les quelques semaines. Nous reconstruisons quelque chose que je croyais perdu pour toujours. Ma santé va mieux maintenant. Les médecins sont prudemment optimistes. Ils disent que ma récupération est remarquable, que quelque chose a fondamentalement changé dans mon pronostic ce jour-là à l'hôpital. Je ne leur dis pas que c'était le son de la voix de mes parents, calculant ma valeur pendant que je mourais. Certaines choses sont trop étranges pour être expliquées. J'ai beaucoup appris sur l'amour ces derniers mois. Le vrai amour ne vient pas avec des conditions. Il ne tient pas de compte. Il n'attend pas que vous soyez au plus vulnérable pour révéler sa véritable nature. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois. Lettres, emails, et même une visite au bureau de Théodore. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être pardonnées, et j'ai enfin cessé de culpabiliser pour ça. La semaine dernière, j'ai finalisé les derniers changements de mon testament. Maria est désormais la bénéficiaire principale, ainsi que plusieurs associations qui me tiennent à cœur. Les enfants de Théodore recevront les bijoux de ma grand-mère, ils les apprécieront bien plus qu'une maison de vente ne le ferait. Mais le meilleur dans tout ça? Je n'ai pas l'intention d'avoir besoin de ce testament avant très longtemps. J'ai encore trop de choses à vivre. Un jardin à faire pousser. Une sœur à retrouver. Toute une nouvelle vie à construire sur les cendres de l'ancienne. Parfois, les pires moments de nos vies deviennent les catalyseurs de tout ce qui est bon ensuite. Parfois, il faut entendre la vérité la plus laide sur les gens qu'on aime pour enfin se libérer. Et parfois, juste parfois, la rancœur est le meilleur des remèdes. J'ai survécu par pure obstination, par refus de les laisser gagner. Et maintenant? Maintenant,
je ne fais plus seulement survivre. Je m'épanouis. I exploded. Okay. Respect. Oh, yeah. I just got 2 5 kills by the way. Not yet. Sweet. Oh, hey. Wait, follow C90 him right now. I'm alive. Oh my god. Oh. Okay, wait. They're down doomed. They're down doomed. Yep. Dude. Holy shit, I have 26 fire blows. Yes. I'm nutty right now. One small step at a time. Okay, Juno. You have all the tools you need. Stay sharp. It's harder to keep you alive when you're distracted. Now. Can you sign me for head? Did you get the gold one? Get the gold one. Get the gold one. Pink. I like the pink one too. That one. Cool. That one's nice. Very nice. Alright, we got a minute 17 to win this shit. Let's do this. We got it. I'm gonna. Oh shit! Darren, thank you so much for this for the friend. Appreciate you. I hope you're having an amazing, glorious day. Yippee! Holy shit! 50 bomb, ladies and gentlemen! Dang, good job. I got 20k heals too. Hey, that's pretty good. Look at this. I was Oh my gosh. Ah! Dark King, thank you so much for that 5 gifties. Is it just after every win? Is this like the trend? Thank you, I appreciate you so much, Wow. dude. W Dark King. Until I get bored. Oh, I'm dead. Ooh, you know what I forgot to add to my channel points that I forgot to add? I was gonna put the Freddy mask on there. I thought that'd be hilarious.
Do you know what I'm talking about? Oh yes. Mm-hmm. That would be cool. Dude, it's sometimes hard to breathe in there, I can't lie. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Faz Daddy. My Duolingo is yelling at me to do my lesson. My daily nudge. Do you have a subscriber email or subscriber badges yet? I don't, and I wanted to do the. We're gonna do that today. I'm just gonna do it for you. Okay. Okay. Okay, bet. What do you want it to be? Or did we never really decided on that, huh? Yeah, we did. What did we decide on? I don't want to. I don't. Yes. Shh, keep it secret. Yay! Well, you said it on stream. Oh, I did? Yeah. No. I'm learning Japanese right now because I have a trip in October. It's okay. We'll make this one better. We're gonna win. We're gonna win. Like banning people's mains. That's annoying. Like we had a Genji OTP and then they banned Genji and he threw. It's like, what did you expect was gonna happen? Yeah. Dang, I hate when that happens. Hi, I'm Cookies. Sorry, he doesn't talk to many people. Wait, guys, I'm a Hansel main. Wait. No, 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 no. Oh no. Not again. Not again. I got a swimming pool. We'll go swimming. Swimming, swimming, swimming. Oh, blah, 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 blah. Hi. Hi, Cookies. Hi. Don't worry, I'll be right behind you. Over there. We must find hope in the impossible. Lily von Arx fashions herself Oh, Europe's shit. premier real Gold estate game. mogul, but she's getting on in years. It would be a shame if she. Look at these Perish the toes. thought. Look. Sometimes it's 6 shots, 1 Non. kill. Je sens que je vais bien I m'amuser. can make them change colors. Purple Puchina. Okay. Let's do it again. They also have a sniper of sort. They have bad down too. Widow Bastion, same line out. Oh, I fell down. I mean, Domina's low. Bastion one. Ow. Wait, what? Dude, I'm really good at writing in Japanese. Oh my god. I thought you said I'm really good at riding. And then you flat there. No, writing. I got like, the Sigma. like writing words in Japanese. Kanji is really hard. Am I pronouncing katakana is harder than hiragana? You ass! Where's our Domina? Dead. Is she here?
Alright, I'm your tank now. Bam! Just what